nous faisons confiance au mouvement, au MAC et à son président, Bouaziz Chbib, pour mener à bien l'occupation avec le Conseil national, son exécutif et l'ensemble des militants. À renforcer le MAC, aider financièrement le MAC. En Kabylie, le MAC n'a pas d'argent. Il faut absolument que les commerçants et les industriels kabyles, je lance un appel pressant pour qu'ils donnent de l'argent au MAC pour mieux disposer de moyens à même de mener à bien son action. C'est dans tous les pays du monde, chez tous les peuples du monde, et dans toutes les épopées des peuples qui ont été vers leur liberté, les classes aisées ont financé l'élan de liberté de leur peuple. Donc, c'est un appel au patriotisme kabyle que je lance à l'ensemble des entrepreneurs, des commerçants et des investisseurs kabyles et des amis de la Kabylie, bien entendu. Ce n'est qu'avec les moyens adéquats que nous pourrons arriver à quelque chose. Donc aujourd'hui, nous lançons cet appel pressant parce que, sincèrement, nous sommes démunis et nous voudrions que notre action soit brillante. Elle ne manquera pas de l'être, même si nous n'avons pas de moyens, mais avec des moyens, nous irons beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. En espérant. Merci de votre appel. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Ferhat. Je remercie monsieur Farhat Mahani. Et je rappelle, demain aussi, je souhaiterais... Bonne soirée. À Abran, demain, je souhaiterais que vous soyez sur le pont Saint-Michel à 16h, de 16 à 18h, pour le dépôt de Gérifleur. Demain. Merci de votre appel. Merci. Allez, bonne soirée. Bonsoir. Monsieur Ferhat, le printemps, je ne sais pas si on saute, ce qu'on appelle le printemps noir. Écoutez, le printemps noir est né d'une provocation. Le régime algérien cherche à manipuler la Kabylie pour régler ses problèmes personnels, ses problèmes internes. En fait, il y avait une nécessité pour un clan d'en découdre avec un autre, c'est-à-dire remplacer un président par un autre. Il y a eu l'assassinat de Matoub Lounas qui a servi de déclic pour la démission du président Zeroual et son remplacement par Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika, en arrivant au pouvoir, ses sponsors et ses mentors se sont rendus compte qu'ils préparaient rien de moins que leur retraite, leur mise à l'écart. Pour reproduire le scénario du putsch de 1998 avec l'assassinat de Matoub, ils ont déclenché l'assassinat, ils ont provoqué l'assassinat d'un lycéen en Kabylie et un passage à tabac d'autres lycéens dans la région de la vallée de la Soumam, à Ouadamizour exactement. Et la Kabylie s'était embrasée. Et malheureusement, le coup d'État pour ces fomentateurs n'a pas réussi et on s'est retrouvé toujours avec une dualité d'un DRS tout-puissant et d'un président de la République qui accepte de jouer la marionnette, mais pas jusqu'au bout. Et il y a une lutte entre chat et souris. On ne sait pas qui est le chat, qui est la souris entre les deux, mais en tout état de cause, ils s'entendent sur le fait que la Kabylie doit être matée. Parce que, une fois le printemps noir engagé, la Kabylie s'était révoltée pour un jeune lycéen qui a été tué. Et des lycéens qui ont été tabassés. Il y a eu, derrière eux, 126 morts. Mais nous nous sommes rendus compte, pendant cette révolte du printemps noir, que les Kabyles étaient désespérément seuls et que l'Algérie n'était pas une nation. Parce que si elle l'était,
elle aurait crié au scandale à travers l'ensemble des régions d'Algérie pour manifester leur indignation et apporter leur solidarité à la Kabylie. La Kabylie s'était retrouvée toute seule pendant 3 ans. 3 ans, la Kabylie manifestait quotidiennement, sans qu'il y ait de l'aide qui vienne d'ailleurs. Et symboliquement, on a vu, pendant qu'on tuait les Kabyles en 2001, l'Assemblée nationale algérienne, c'est-à-dire le Parlement, avait décrété, avait observé une minute de silence à la mémoire d'un jeune Palestinien, alors qu'il y avait déjà plus de 100 Kabyles qui étaient morts et personne ne les avait évoqués. Ceci restera comme une plaie inguérissable, une tache indélébile sur la page d'histoire de la Kabylie, entre la Kabylie et l'Algérie. Et ceci ne pourra que renforcer notre détermination à nous prendre en charge. Dès lors que l'Algérie n'est pas une nation et que chaque peuple d'Algérie travaille pour lui-même, nous sommes déterminés à aller de l'avant pour que la Kabylie émerge parmi les nations du monde. On a Nadia au téléphone, on va la prendre parce que j'ai trouvé sa question intéressante. Est-ce qu'il ne, si je résume, Nadia, bonsoir. Bonsoir, Azul Flaoun, Azul Masfarhat. Azul Atma. Azul Flek. Alors, moi, j'aimerais bien poser une question. D'après moi, l'autonomie est un acheminement logique à tout ce qui s'est passé en Algérie. D'abord, on a cru dans nos partis politiques comme le RCD, le FFS, on a cru à une certaine démocratie en Algérie. Et puis, on a constaté que les autres ne suivaient pas. Donc, voilà. Et puis, on est arrivé à une conclusion que l'autonomie, c'est la seule solution pour nous protéger et pour sauver notre culture, notre identité, et puis vivre notre identité de Kabyle chez nous. Du moment où on a le droit, on a un peuple, on est un peuple, on a une langue, on a un territoire, voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Farhat, justement, vu la situation qui s'est dégradée depuis un certain temps à une vitesse extraordinaire, d'où les feux de forêt et tout ce que vous venez de citer, justement, et l'abandon total de l'État algérien de notre chère Kabylie, est-ce qu'il ne serait pas justement plus logique de passer à l'autodétermination du peuple kabyle au lieu de l'autonomie? Merci infiniment. Merci infiniment, Nadia. À l'extérieur ou à l'intérieur, on peut justement... Courte votre question, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Oui, justement, est-ce que, monsieur Mas Farhat Mani, est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaut mieux aujourd'hui au peuple kabyle qu'il passe au degré supérieur, c'est-à-dire à l'autodétermination du peuple kabyle et non à l'autonomie? Car merci l'autonomie infiniment. justifierait justement la présence de ces militaires en Kabylie qui trouvent prétexte comme quoi c'est pour protéger les Kabyles du soi-disant terrorisme. Non, mais on a vu que quand il y a un kidnapping, les militaires ou les services de sécurité algériens n'entrent jamais en action. Donc, ils laissent faire l'insécurité se produire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'autonomie était un pas inéluctable et logique de par notre cheminement politique à travers l'Algérie. Et depuis 2010, vous savez, avec la création du gouvernement provisoire kabyle, l'autonomie est déjà dans le rétroviseur. C'est-à-dire que nous l'avons dépassé. Il n'y a jamais eu, à travers le monde, pour quelque peuple que ce soit, création d'un gouvernement provisoire uniquement pour une autonomie. Donc, c'est pour l'autodétermination du peuple kabyle que nous nous battons depuis la création du gouvernement provisoire kabyle, la NAVAD. Et le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, qui a tenu ses assises au mois de décembre dernier,
a validé la revendication de l'autodétermination de la Kabylie en tant que revendication principale et essentielle. Donc nous sommes passés à l'autodétermination depuis déjà 2 ans au plan du gouvernement provisoire kabyle et depuis 1 an maintenant avec le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui doit s'appeler le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ou du peuple kabyle désormais. Et nous sommes tout à fait d'accord, nous sommes en phase avec vous, mademoiselle Nadia, et j'espère que demain vous serez avec nous sur le pont Saint-Michel à 16h pour célébrer l'octobre 61. Avec plaisir et c'est un devoir. Merci de votre appel. Je vous en prie, au revoir. On marque une pause, très rapidement, une pause musicale. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM. Michel Léger, votre émission Face à Face. On va avancer un peu vite parce qu'on a beaucoup de téléphones. On ne peut pas prendre tout le monde, je suis désolé. Monsieur Ferrat, Monsieur le Président, la Kabylie face à l'Algérie, sa place dans le monde, avec la Côte d'Ivoire, Somalie, Soudan, l'Afghanistan, la Syrie. Est-ce qu'on peut... En 2004, j'ai publié aux éditions Michelon un livre qui s'appelle Algérie, la question kabyle. Et en 2009, j'ai publié chez le même auteur un autre livre qui s'appelle Le siècle identitaire. En fait, c'est le prolongement de la réflexion sur la Kabylie entamée en 2004 et en le comparant à d'autres cas similaires à travers le monde. Et j'ai trouvé que le cas kabyle n'était pas si isolé que cela. Et tous les pays issus de la colonisation, pratiquement sans exception, sont tous confrontés à des problèmes de ce qu'on appelle en France des minorités ethniques. Mais en fait, le problème ne se pose pas en termes de minorité ethnique comme le conçoit la France. Le problème se pose en termes de peuple, d'existence de peuple. Et quand on met plusieurs peuples dans un même territoire, sous un même État, la démocratie est complètement pervertie. Parce qu'on n'est plus là à juger de la validité d'un programme, qu'il soit de gauche ou de droite, technocrate ou politique, mais uniquement à faire en sorte que notre peuple prenne le dessus sur les autres. Au lieu de mettre en compétition les idées, on met des peuples en compétition pour le leadership national. Et celui qui prend le pouvoir empoche le jackpot. Par la suite, il impose sa langue, il impose son identité aux autres et il essaye il se fait impérialiste sur les autres. Et c'est ce qui fait que le Kenya, la Somalie n'existe plus, c'est ce qui fait que l'Afghanistan n'existe plus, que l'Irak probablement n'existera plus, que le Kenya va se déchirer en deux, la Côte d'Ivoire, malgré l'intervention de la France, elle n'a fait que retarder l'échéance, mais la Côte d'Ivoire sera coupée en deux, un jour ou l'autre, entre le nord et le sud, entre musulmans et chrétiens, entre noirs et un peu crème les autres. Donc il y a des identités entre des peuples sous un même État qui ne peuvent plus supporter de vivre en tant que minorité. La notion de minorité peut se vivre politiquement, mais elle ne se vit pas identitairement. La démocratie n'est viable qu'à l'intérieur d'un même peuple. Tout peuple privé de son État subit l'État des autres. Et donc, cela devient insupportable à la longue. Il faut que les peuples accèdent à la pleine souveraineté pour reconstruire des ensembles qui soient viables. Voilà dans quel sens j'ai voulu que nous parlions de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'Azawad, donc le Mali n'existe plus et il n'existera plus jamais. Il y aura des reconstructions régionales qui se feront avec les uns et les autres, et pas forcément dans la configuration qui a été la sienne jusqu'à présent.
Face à la Kabylie, face à la Syrie, Syrie, les Kurdes cherchent... Ça, c'est l'aspect français. La France a, avec l'Occident, ont des agendas qui doivent passer coûte que coûte pour moderniser le monde et asseoir la démocratie un peu partout. Sauf qu'il y a, à mon sens, erreur de procédure puisque la vision n'a pas changé. On veut juste enlever un dictateur et mettre un soi-disant démocrate. Or, la question ne se résume pas à un chef d'État. Elle se résume à des systèmes où la colonisation, le colonialisme et la colonisation ont été mauvais. Il faut en rejeter le rejeton, c'est-à-dire l'enfant, c'est-à-dire l'État, les États qui en sont issus, ou c'était mauvais, il faut refaire le monde là où la colonisation n'a eu pour mission que d'étendre le système marchand international. Aujourd'hui, tous les peuples acceptent le fait que la colonisation a mondialisé, mais n'acceptent plus que cette mondialisation qui doit être de la démocratie leur ferme la porte nez pour exister. Une fois qu'on existe, on finira par être plus fraternel, être plus collaborateur, être plus solidaire avec son environnement international qu'on ne l'est aujourd'hui. Je rappelle juste une petite phrase d'un écrivain kabyle qui était partisan de l'indépendance de l'Algérie, il s'appelle Mouloud Feraoun. Il avait écrit ceci: j'adore les internationalistes, les trotskistes notamment, qui veulent effacer toutes les frontières entre les peuples du monde et les pays du monde. Je le ferai volontiers avec eux, mais qu'ils me permettent d'abord d'avoir ma propre patrie. Ce n'est qu'en ayant sa patrie qu'on collabore au bonheur des autres et non pas l'inverse. Tant qu'on est privé de son identité et de sa liberté, on ne peut pas collaborer avec ceux qui nous dénient le droit d'exister dans ce que nous sommes. Donc, voilà la configuration globale. Alors, pour la Syrie, c'est vrai que nous venons d'avoir une réponse du gouvernement français. J'allais vous en parler. Suite à une question d'une députée UMP des Bouches-du-Rhône, Madame Valérie Boyer, la réponse du gouvernement socialiste choque la Kabylie. Oui, elle choque la Kabylie. Nous ne comprenons pas comment se fait-il que la France soit prête, se déclare même reconnaître un gouvernement provisoire syrien qui n'existe même pas, alors qu'un gouvernement provisoire kabyle existe depuis 2 ans, bien 2 ans et demi maintenant. Elle refuse de le reconnaître. Ceci dit, dans la déclaration du gouvernement, il y a le fait que, on cite nommément, la France refuse de reconnaître le gouvernement kabyle. D'abord, ce n'est pas le gouvernement kabyle, c'est le gouvernement provisoire kabyle, d'une part. Deuxièmement, on nous refuse le droit de nous reconnaître au prétexte que nous serions autoproclamés. Mais je pense que ce n'est pas cela l'essentiel, parce que tous les gouvernements provisoires de par le monde ne sont jamais issus des urnes, mais des circonstances historiques de leur peuple et de leur combat. Et c'est le cas aussi pour la Kabylie. Mais je pense que la France est dans cette vision étriquée qui veut conserver l'ordre colonial avec juste de nouvelles têtes et des semblants de démocratie de façade dans ces pays-là. Ça ne marche plus. Donc, les pays issus de la colonisation sont appelés à imploser et à donner naissance à des quantités d'autres États pour remodeler le monde de la paix et de la démocratie, ainsi que de la liberté et de la justice. Madame Valérie Boyer, je la cite,
c'est le printemps berbère, dit-elle. Si vous voulez, je peux vous lire la déclaration. D'abord, nous avons fait ce communiqué. Le gouvernement provisoire kabyle tient à remercier vivement la députée UMP des Bouches-du-Rhône, Madame Valérie Boyer, pour avoir posé une question écrite au gouvernement français sur la Kabylie et les violations des droits du peuple kabyle par le régime algérien. La réponse du gouvernement français socialiste choque la Kabylie. Non seulement elle déroge aux règles diplomatiques traditionnelles face à des partenaires respectables, mais en plus, elle révèle que la politique étrangère de la France est aux antipodes de ses propres principes. Surtout qu'elle ne nuance ni le soutien sans embâche qu'elle apporte au régime militaire algérien, probablement sur la base du jacobinisme. Deuxièmement, sur le déni de droits opposés au peuple kabyle, en dépit de sa francophilie, voire et sa laïcité, ni le refus de reconnaître le gouvernement provisoire kabyle au motif que ce dernier serait autoproclamé, comme si dans l'histoire de l'humanité, il y avait un précédent d'un gouvernement provisoire issu des urnes. Il est certain que la France changera sa position en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Elle aurait juste gagné en considération en évitant de heurter les porteurs de ses propres valeurs au moment où, notamment, elle se déclare décidée à promouvoir la démocratie dans les pays issus de son passé colonial. Le gouvernement provisoire kabyle attire l'attention du gouvernement socialiste français sur le fait que la géopolitique est une donnée dynamique et que les frontières héritées de la colonisation sont obsolètes et celles qui n'ont pas encore bougé vont être à leur tour déplacées. Il est dans l'intérêt de la France, des droits de l'homme, d'accompagner les peuples bouleversant la géopolitique pour un monde démocratique plutôt que d'entraver leur marche vers la liberté. Réduire la question kabyle à un simple problème de langue est une atteinte à la Charte des Nations Unies et au principe intangible du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à s'autodéterminer. Le gouvernement provisoire kabyle regrette la position française dont il prend acte. La NAVAD ne peut s'empêcher de mettre en relief ce paradoxe français qui consiste à refuser de reconnaître un gouvernement kabyle qui existe tout en reconnaissant un gouvernement provisoire virtuel syrien que le président François Hollande appelle en vain de tous ses voeux. Par ailleurs, au moment où l'on affirme côté français la fin de la France-Afrique au sommet de la francophonie, les Amazirs en général et les Kabyles en particulier considèrent que la continuité de la France-Arabie est un ostracisme de l'État français à leur encontre. Le fait de refuser de reconnaître la NAVAD et le CTA de l'Azawad en est la preuve. Apparemment pour la France, tous les peuples ont le droit à leur État, sauf les Berbères. Voilà, Madame Boyer a posé cette question à laquelle la France a répondu. Elle attire l'attention de Monsieur le ministre des Affaires étrangères sur la nécessaire préservation de l'identité amazigh à travers la reconnaissance de la culture et de la langue kabyle, pourtant menacée par le gouvernement algérien. Avec ses 8 millions d'habitants, la Kabylie s'étend sur près de 25 000 km² de long et de 200 km de côte méditerranéenne. Elle a été le cadre de plusieurs mouvements de contestation du régime d'Alger. Ainsi, en 1980, la Kabylie et les universités des départements limitrophes ont connu plusieurs mois de contestation et réclamant l'officialisation de la langue berbère. C'est le printemps berbère. Mais l'entrée en vigueur d'une loi généralisant l'usage de la langue arabe dans tous les domaines, donc interdisant le kabyle, ravive les tensions. Des émeutes éclatent en 2001. 128 jeunes kabyles perdent la vie sous les balles des services de l'État français, de l'État algérien, tandis que 2 milliers sont gravement blessés et certains d'entre eux mutilés à vie. Depuis, les revendications autonomistes se multiplient. Formé en France en 2010, le gouvernement provisoire kabyle n'a eu de cesse de protéger et de sauvegarder l'identité kabyle, ses valeurs ancestrales, empreintes de tolérance, qui font de cette région l'un des derniers bastions de la laïcité et de la francophonie en Afrique du Nord. Dans ce contexte, elle souhaite connaître les intentions du gouvernement français quant à l'avenir de ses relations diplomatiques avec le gouvernement algérien, en particulier en ce qui concerne les discriminations dont le peuple kabyle paye chaque jour le prix.
Donc voici la question de Madame Boyer. Je ne vais pas lire la réponse du gouvernement français. Elle nous choque. Donc pour nous, ce n'est pas la peine que nous la lisions. Je vous propose de marquer une pause musicale. Dans un peu plus de 30 minutes, vous aurez votre émission éclectique. Je vous rappelle aussi que la radio fête ses 30 ans. C'est 30 ans le 20 octobre à la Pergola Nova, les rives d'Anguin, Lucien Barrière, à partir de 19h. A tout de suite. IDFM Radio Anguin 98 FM. Ça change de la radio. Michel Léger, Alex et Paul à la réalisation. Monsieur Méni Ferrat, Monsieur le Président, qu'est-ce que l'Azawad? Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un, un auditeur Azawad, c'est toute la région sahélienne qu'on appelle l'Azawad. C'est le territoire naturel des Touaregs. Depuis, comme en Algérie pour les Kabyles, les Touaregs au Mali ont vécu de discrimination et de brimade, d'humiliation de la part du gouvernement malien. Ils se sont révoltés plusieurs fois et l'Algérie est entrée à chaque fois en action pour calmer la situation, amener les belligérants à conclure des pactes, des accords, mais dont l'application n'a jamais vu le jour du côté malien. Et ceci avec la complaisance et la complicité du régime algérien. Je me souviens de l'un des membres du MNLA, du Mouvement National de Libération, l'Azawad, qui m'avait dit que l'ex-premier ministre algérien, qui était le négociateur entre les rebelles Touaregs et le Mali, le premier ministre algérien lui avait dit, même si le Mali accepte de vous donner votre autonomie, l'Algérie s'y opposerait. Donc, ces derniers temps, il est apparu des ambitions chez les militaires algériens d'expansion territoriale et il crée de l'instabilité autour de lui, probablement pour en récupérer quelques territoires. Et dans le cas de l'Azawad, il se trouve que, bouleversant un peu l'agenda international, les Touaregs ont fait éruption dans les révoltes démocratiques qu'il y a eu ces derniers temps et ont décrété leur indépendance au mois d'avril dernier. Cette indépendance, bien sûr, l'Algérie ne l'accepte pas parce que ça ouvrirait la voie à sa propre implosion. Deuxièmement, la France qui tient au système jacobin considère qu'il ne peut pas y avoir atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. Or, j'ai dit tout à l'heure que le monde colonial est complètement à refaire. Donc, il est dans l'intérêt de la France d'accompagner cette refondation des frontières plutôt que d'empêcher les peuples, d'entraver les peuples dans leur marche vers la liberté. Donc, l'Azawad, ayant réussi à devenir maîtres de leur territoire, ils ont envoyé leurs troupes sur les frontières, croyant que c'est de là que viendrait le danger. Entre-temps, l'Algérie a monté de toutes pièces deux mouvements. L'un s'appelle le Mujao, l'autre Ansardine, et elle avait déjà monté AQMI pour l'instabilité du Sahel en général. Elle a financé ces mouvements pour dissoudre l'indépendance arrachée par le MNLA. Le gouvernement provisoire kabyle soutient le MNLA, soutient l'indépendance de l'Azawad et demande à l'ONU, à la France, à l'ensemble des instances internationales, à la CEDEAO
et aux pays de l'Afrique de l'Ouest d'impliquer dans tout processus de paix le MNLA, qui est le seul interlocuteur valable et légitime de l'Azawad. Voilà. L'Azawad n'est pas un territoire pour l'intégrisme islamiste. L'Azawad est une terre de paix et de respect des croyances. En tous les cas, l'ensemble des acteurs du MNLA que j'ai connus tiennent tous à la laïcité et à la liberté de culte, là où ils sont, et non pas, ils ne tiennent pas à ce que ce qu'a installé Alger, qui coupe des mains, qui flagelle des femmes et des hommes au nom de l'islam, ne les représente pas et ne soit pas ceux-là qui gèrent l'Azawad. L'Azawad a acquis ses lettres de noblesse, il est fier, il est noble, il aspire à vivre en paix avec l'ensemble de ses voisins qu'on les laisse justement réaliser leur rêve en tant que peuple azawadien de vivre en liberté. En statut politique, territoire malien depuis 1960, République indépendante proclamée unilatéralement en 2012, en avril 2012, comme État de l'Azawad en juin 2012 et non reconnu à ce jour par la communauté internationale. Il y a une faiblesse de la communauté internationale. La communauté internationale, on ne sait pas qui c'est réellement. Il n'y a pas une instance qui s'appelle la communauté internationale. Il y a l'ONU, mais à l'ONU, les acteurs se reconnaissent entre eux. Et quelqu'un qui n'en fait pas partie ne peut pas être reconnu par eux. Donc, il y a comme un problème jusque-là. Les conjonctions historiques qui avaient accordé les indépendances dans les années 60 ne sont plus les mêmes aujourd'hui et font qu'il y a obstacle à ce qu'il y ait accession des pays, des peuples à leur indépendance. Vous voyez la Somalie, par exemple. Il y a un peuple qui s'appelle le Somaliland, un territoire de Somaliland qui est autonome et indépendant du reste de la Somalie, et c'est la seule région qui ne soit pas affectée par des troubles des chebabs, des islamistes et des guerres tribales qu'il y a là-bas. Il a proclamé son indépendance depuis des décennies. Aucun pays ne l'a reconnu. Il ne dispose de représentation diplomatique qu'en Allemagne, en Afrique du Sud et un troisième pays, je ne me souviens plus. Pourquoi la communauté internationale n'accéderait pas à la demande du Somaliland de le considérer comme un État parmi d'autres, alors que la Somalie dispose d'un siège à l'ONU qui n'est occupé par personne. Donc, c'est toute cette dynamique. L'Azawad, si la communauté internationale l'a aussitôt reconnu, il n'y aurait pas eu l'arrivée dans Sardine de ces intégristes qui coupent les mains et qui flagellent des femmes et des hommes sur la place publique, au nom de la charia. Je vous propose de marquer une pause. Il nous reste une vingtaine de minutes. Nous évoquerons ensuite l'alliance Kabylie-Israël ou Israël-Kabylie. À tout de suite. Votre émission Face à Face. Je reçois aujourd'hui M. Mehni Ferhat. Monsieur Ferhat, on entend parler de... Alors, je vais avoir du mal à le dire. Monsieur Europe de l'Azawad, Moussa Ag Ataher, c'est ça? Moussa Ag Ataher est le porte-parole du MNLA et du CTA, c'est-à-dire de la coordination, le comité exécutif de l'Azawad. C'est un homme intègre, jeune, dynamique, un diplomate qui œuvre à la reconnaissance par des États européens, notamment du MNLA et de l'Azawad.
Il participe aux négociations, se tient au courant de ce qui se passe sur le terrain et agit dans l'intérêt de son peuple. Moussa Gatar mérite qu'on lui ouvre des portes pour défendre une autre idée de l'Azawad, un autre avenir dans la région, dont la France particulièrement aurait attiré un très grand bénéfice. C'est un élément de stabilisation. L'Azawad sera un élément, un facteur de stabilité régionale très important, une pièce sur l'échiquier diplomatique très important pour la restabilisation de la situation dans tout le Sahel. L'alliance Israël et Kabylie, M. Ferrat, qu'est-ce qu'on peut en dire? L'alliance pour le moment, la Kabylie cherche la liberté et l'alliance avec Israël. La Kabylie cherche sa liberté. Elle cherche à s'allier avec l'ensemble des peuples et des États qui aspirent à la stabilité et à la démocratie, à la liberté dans la Méditerranée. Nous sommes, nous aussi, la Kabylie est un facteur de stabilité dans la région et ce serait se méprendre sur sa réalité que de ne pas prendre en considération l'existence de la Kabylie, de son aspiration à s'autogouverner et dans la liberté. Nous avons bien entendu frappé à la porte de l'Europe, à la porte d'un certain nombre de pays européens, au premier rang desquels il y a la France. Mais la France semble, pour le moment, traumatisée par les revirements des instances algériennes qui ont une diplomatie à fleur de peau avec la France, très passionnelle, très agressive vis-à-vis, je mets entre parenthèses, de l'ancien colonisateur. Et la France a souvent eu des réflexes de culpabilité pour son passé colonial, et plutôt que de s'en dédouaner et de dire que la page est tournée maintenant depuis 1962, elle continue de nourrir intérieurement un complexe vis-à-vis de l'Algérie. Or, s'il y a complexe à avoir, c'est vis-à-vis de la Kabylie qui, elle, avait fait la guerre. Et que les imposteurs qui gèrent l'Algérie aujourd'hui n'ont rien à voir avec les aspirations profondes de ce qu'il y avait auparavant, comme rêve et comme réalisation. Donc, nous avons aussi frappé à la porte de l'Amérique, qui nous a reçus par ailleurs, ou à la porte du Canada. Nous avons rencontré un certain nombre de pays. Et nous nourrissions aussi, depuis longtemps, le rêve, c'est vraiment un rêve, d'aller en Israël pour fraterniser et pour lier des relations avec un peuple aussi courageux que brave et qui est menacé de toutes parts et qui demeure malgré tout le seul élément démocratique, la seule démocratie dans la région, et qui a bénéficié et qui bénéficie du soutien d'un certain nombre de démocraties, même si il y a toujours des dangers qui planent sur lui, comme le danger de la bombe iranienne et autres, et j'en passe. Israël est victime d'un complot international qui voudrait le démanteler. Nous sommes pour le droit à l'existence de chaque peuple, et Israël a droit à des frontières reconnues et sûres, comme tous les autres peuples du monde. Et à ce titre-là, nous avons vu que malgré les tempêtes, malgré les drames, Israël est resté debout. Donc il a forcé notre admiration de ce côté-là, et nous nous sommes naturellement rapprochés de lui. Mais nos visites dans différentes instances internationales, que ce soit à l'ONU,
aux États-Unis, au Canada ou en Europe n'ont jamais eu à soulever le tollé en Algérie que nous avons eu avec notre visite en Israël du 20 au 24 mai dernier. Il y a même depuis une procédure de déchéance de ma nationalité qui serait engagée par les autorités algériennes. Mais symboliquement, ils oublient simplement, comme déchoyant de ma nationalité, en fait, c'est la Kabylie qu'il déchoit de son algérianité, et on ne demande pas mieux que cela. Voilà. Donc, si telle est la sanction, nous l'acceptons. Bien sûr, nous avons beaucoup de respect pour les Algériens, pour les peuples d'Algérie. Nous voudrions collaborer avec eux, être solidaires avec eux. Nous travaillerons avec eux, mais nous avons nos penchants et nos amitiés, et rien ne pourra nous briser cette relation de fraternité et ce respect qui est mutuel par ailleurs, qui existe entre Israël et la Kabylie. Donc Israël reste un symbole de bravoure et de résistance, d'ingéniosité et d'inventivité, puisque en termes d'avancées scientifiques et technologiques, beaucoup d'inventions viennent de ce pays-là. Je vous propose une dernière pause musicale, quelques minutes, et puis on va conclure cette émission. À tout de suite. En Ile-de-France, écoutez IDFM sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous. Michel Léger, votre émission Face à Face. Aujourd'hui, je reçois le leader du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, et président du gouvernement provisoire kabyle, GPK, Ferhat Meheni. Monsieur le Meheni, Monsieur le Président, il nous reste 5 bonnes minutes. Qu'est-ce que l'on peut dire pour un peu synthétiser et peut-être conclure ces 2 heures passées ensemble? Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Je souhaitais vous donner la parole, comme je la donne à plein de monde. Bien évidemment, tout ce que vous avez dit n'engage que vous, c'est normal. S'il vous plaît. D'abord, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur vos ondes et de m'accorder ce temps pour m'exprimer, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a bien des médias qui se refusent à nous ouvrir leurs portes. Aussi, je tiens vivement à vous saluer et saluer votre geste. La Kabylie s'en souviendra, soyez-en certains. La Kabylie va vers sa liberté. Elle n'est l'ennemi de personne, sinon de l'injustice qu'elle subit. Elle veut se débarrasser du joug qu'elle endure depuis l'indépendance de l'Algérie et voudrait émarger sur le registre de la fraternité, de la solidarité, de l'amitié entre les peuples. À ce titre, elle tend la main à l'ensemble des nations qui veulent bien reconsidérer la situation dans cette partie du monde et faire en sorte que les peuples muselés accèdent enfin à leur pleine réalisation. La Kabylie a cheminé, comme tous les peuples, dans un champ d'épreuves. Le chemin n'est pas terminé, il sera probablement encore douloureux, mais je reste convaincu que la fin est quand même proche. Alors, nous travaillons pour la liberté de la Kabylie et nous avons besoin de soutien. J'appelle les chancelleries à nous ouvrir leurs portes et les médias français particulièrement à nous y aider.
à nous aider du moins, à nous donner la parole, plus que nous n'en avons jusqu'à présent. Jusqu'ici, nous avons eu pour moyen de communication uniquement les sites web. Nous avons au moins 4 sites web. Vous pouvez nous les citer? Oui, pour Civil, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, ça s'appelle mac.info, mackabylie.info. Le site du gouvernement pour la Kabylie, ça s'appelle Anavad, A-N-A-V-A-D, attaché, anavad.org. Nous avons créé une agence de presse d'information kabyle qui s'appelle Siwel, SIWEL.info. Et nous avons un site généraliste qui s'appelle Tamurth, TAMURT.info, toujours. Donc, c'est autant de sites sur lesquels vous pourrez trouver des informations quotidiennes relatives à la Kabylie et à l'action que nous menons. Je rappelle que demain, nous organisons un rassemblement de commémoration du 17 octobre 1961 sur le pont Saint-Michel à Paris de 16 à 18 heures pour que la mémoire de ceux qui s'étaient sacrifiés, qui sont morts, ne soit plus utilisée contre le peuple dont ces victimes sont issues, notamment le peuple kabyle et la Kabylie, et pour raviver des blessures du passé contre la France. Nous sommes les amis de la France. La France coloniale, c'est du passé. Nous n'avons ni à l'oublier, ni à le raviver dans le sens de l'aggravation des tensions entre des peuples qui ont tout à gagner à se mettre ensemble et à se tendre la main. Nous sommes frères de tous les peuples et nous réaffirmons notre disposition à travailler pour la paix, la liberté et la démocratie, la liberté de culte, les droits de l'homme sur notre territoire et surtout à travers l'ensemble du monde et dans notre environnement immédiat. Je lance un appel aussi aux Algériens qui, sur la base des propagandes médiatiques orchestrées perpétuellement par le régime algérien, nous diabolisent et nous font passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes un peuple frère, nous sommes un peuple de respect et qui voudrions entretenir les relations les plus respectueuses avec tout le monde. Merci à Radio Anguin, Radio IDFM, de nous avoir accueillis et je remercie tous ceux qui nous apportent leur aide et leur solidarité. Merci à tous nos auditeurs, à ceux qui nous ont appelés, à tous ceux qui nous ont écoutés. C'était votre émission Face à Face. On se retrouve le troisième mardi du mois de novembre